Mon père a grogné que si vous disparaissiez demain, cette maison ne s'effondrerait pas dans le salon où la famille exigeait que je vende mon magasin de 300 000 $ pour sauver mon frère. Maman a détourné le regard, ma sœur a souri, j'ai hoché la tête. Cette nuit-là, je me suis volatilisé, ne laissant qu'une seule clé qu'ils ont trouvée. Merci d'être avec moi aujourd'hui, j'espère que vous passez une merveilleuse journée où que vous soyez. J'aimerais beaucoup que vous partagiez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez et quelle heure il est maintenant. Commençons notre histoire ensemble. Mes mains, imprégnées à jamais de la fine poussière du bois et de la faible odeur du vernis à métal, semblaient étrangères en agrippant le volant de ma vieille camionnette. C'était la même camionnette que j'avais failli vendre il y a des années pour aider mon père avec une facture médicale qu'il jurait ne pas pouvoir payer, une facture qu'il n'a jamais mentionnée à nouveau une fois que je lui ai viré l'argent. Des petites choses à l'époque, juste ce que la famille faisait, n'est-ce pas? Ma quincaillerie, Miller Supply, n'était pas seulement un travail, c'était chaque articulation éraflée, chaque inventaire de fin de soirée, chaque sourire de client satisfait, condensé en un espace physique. Je l'avais démarré il y a 8 ans avec un prêt modeste et une quantité ridicule de foi. La foi dans le travail acharné, la foi en un service décent, la foi que si vous construisiez quelque chose de réel et de précieux, cela tiendrait. La dernière évaluation nécessaire pour un petit prêt commercial l'a estimé à environ 300 000 $. Ce n'est peut-être pas une somme qui change la vie pour certains, mais c'était le travail de ma vie, construit planche par planche, boulon par boulon. Ça sentait l'effort honnête et c'était comme un sol solide sous mes pieds. Mon frère Marc avait des idées différentes sur la construction. Ses entreprises étaient toujours numériques, clinquantes, visant à frapper fort avec un minimum de travail acharné. Start-up technologique, schéma de crypto-monnaie, disruption d'industrie qu'il ne comprenait pas. Et elle échouait toujours, de manière spectaculaire. Mes parents, bénis soient-ils, voyaient Marc à travers des lunettes roses. Il était l'homme à idées, celui qui avait du potentiel, le garçon en or dont les échecs n'étaient que des revers temporaires sur la route d'une grandeur inévitable. Ma véritable entreprise stable et rentable, oh, c'était mignon, un joli petit passe-temps. Mignon, ma sœur Sarah l'a appelé une fois avec ce petit sourire serré qu'elle réservait à tout ce que je réalisais qui ne lui profitait pas directement ou ne correspondait pas à l'image de réussite soigneusement organisée par la famille. J'avais déjà aidé Marc, bien sûr, des sommes plus petites présentées comme des prêts qu'il rembourserait certainement dès son prochain gros coup. De l'argent pour le loyer lorsque sa dernière start-up a fait faillite, de l'argent pour du matériel essentiel, même le remboursement de quelques-unes de ses dettes moins légales que les parents ont commodément ignorées. C'était toujours sous le parapluie de la famille qui est de la famille. Je voulais croire cela. Je voulais croire que j'étais une partie précieuse de ce cercle, pas seulement un distributeur automatique avec une boîte à outils. C'était mon angle mort, je le vois maintenant. Mon désir profond de leur approbation sincère, qu'ils me voient et voient mes efforts, m'a aveuglé à la nature transactionnelle de leur amour. Quand le texto de maman est arrivé, discussion familiale, soit la dimanche à 15 h, urgent, un œuf familier s'est serré dans mon estomac. Ce n'était pas une demande, c'était une convocation. Les discussions familiales urgentes signifiaient toujours que Marc avait encore des ennuis et que mon portefeuille était censé être la solution. J'ai traversé la ville en voiture jusqu'à la maison où j'ai grandi, la maison qui ressemblait moins à un foyer et plus à un décor de théâtre pour les représentations familiales ces jours-ci. C'était une belle maison, bien entretenue extérieurement, projetant la stabilité. À l'intérieur, cependant, l'air était épais de ressentiment et d'attente tacite. Les photos de famille sur le mur, montrant des visages souriants de vacances passées, ressemblaient moins à des souvenirs et plus à des accusations silencieuses, me rappelant le rôle que j'étais censé jouer. Ils étaient tous là, dans le salon. Papa était assis dans son fauteuil, le visage sévère. Maman était perchée sur le canapé à côté de lui, détournant déjà le regard, incapable de croiser mon regard. Sarah était dans le coin, parcourant son téléphone, un petit sourire entendu jouant sur ses lèvres lorsque je suis entré. Marc n'était pas là, bien sûr. Il n'était pas là, le garçon en or. Il n'avait pas à faire face au désordre que les autres étaient censés nettoyer. Les banalités ont été brèves, forcées, puis papa s'est éclairci la gorge. La start-up de Marc, eh bien, elle a besoin d'une injection de fonds substantielle. Plus que ce que nous avons en ce moment. Maman s'est tordu les mains. Sarah a finalement levé les yeux, son sourire s'élargissant presque imperceptiblement. À quel point substantiel, ai-je demandé, la voix tendue. Je savais déjà où cela allait mener. 250 000 $,
a déclaré papa comme s'il demandait de la monnaie pour un billet de 20 $. J'ai eu le souffle coupé. 250 000 $, c'était presque la valeur totale de mon entreprise. Papa, je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne. Ton magasin, a dit maman doucement, ne me regardant toujours pas, tu pourrais vendre le magasin. Il vaut plus que ça. Il t'en resterait. Je les ai regardés, stupéfait. Vendre Miller Supply? Mon magasin? Vendre mon magasin. Êtes-vous sérieux? J'ai construit ça à partir de rien. C'est rentable. Ça me fait vivre. C'est stable. Ce n'est qu'une quincaillerie, Daniel, a finalement dit Sarah, la voix dégoulinant de condescendance. Marquée sur le point de faire quelque chose de grand, un vrai potentiel. Ta petite boutique, tu pourrais en construire une autre. Il s'agit de la famille. Mon cœur martelait contre mes côtes. La famille. Est-ce que c'est ça que la famille signifie pour vous? Vous attendez de moi que je démantèle toute ma vie, tout ce que j'ai construit de mes propres mains, pour renflouer le dernier échec de Marc. Après toutes les fois où j'avais déjà aidé, j'ai énuméré quelques exemples précis, le paiement de l'hypothèque, le loyer, les factures imprévues que j'avais couvertes sans un mot de remerciement. Ils ont balayé cela d'un revers de la main. C'était différent. Des petites choses, a dit papa avec dédain. Ceci est important. C'est l'avenir de Marc. Et mon avenir, ai-je demandé, la voix de plus en plus forte. Et tout ce que j'ai sacrifié. Et le fait que j'ai été le responsable, celui sur qui vous pouviez toujours compter pendant qu'il. Papa a claqué sa main sur la coudoir de son fauteuil. Assez. Nous ne discutons pas du passé de Marc. Il s'agit de la famille qui est de la famille. Maintenant, ton magasin est une petite chose comparée à son potentiel. Il est temps que tu te montres à la hauteur. Son visage était rouge, les veines gonflées dans son cou. Ses yeux, habituellement sévères, étaient remplis de mépris. Il s'est penché en avant, sa voix tombant à un grognement guttural bas qui a tranché l'air, brutal et froid. Si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas, les mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Pas une oppression thoracique. C'était comme du fil de fer barbelé. C'était pire. C'était l'air aspiré de la pièce, mes oreilles qui bourdonnaient, le parquet poli qui s'inclinait sous moi. Mon propre père me regardant avec un pur dédain, me disant que mon existence, mes contributions, mon être même, étaient totalement jetables, sans importance pour la famille qu'il chérissait. Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait d'une vie entière à être invisible, sous-estimée, rejetée. Il s'agissait de la vérité fondamentale de ma place, ou de son absence, dans leur monde. La douleur n'a pas duré. Elle a explosé en un éclair de rage blanche, immédiatement suivi d'un calme absolu et glacial. Le bruit dans ma tête s'est arrêté. Le monde ne semblait plus incliné, il semblait net, clair, absolument défini par cette seule phrase brutale, si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas, très bien. Je disparaîtrais. Mais pas d'une manière qui les laisserait gagner. Pas d'une manière qui leur donnerait ce qu'ils voulaient. Je les ai regardés. Le père dont les mots venaient de me briser. La mère qui ne supportait pas de regarder. La sœur dont le sourire était figé. Il n'y avait pas d'amour dans leurs yeux, seulement de l'attente et de la déception que je ne me conforme pas assez vite. D'accord, ai-je dit, la voix calme mais ferme. Non pas en signe d'accord, mais en signe de reconnaissance sinistre de la vérité qu'il venait de me donner. Je me suis levé lentement, reprenant mon calme. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas plaidé. Je n'ai même pas élevé la voix à nouveau. Je me suis juste retourné et je suis sorti du salon, de la maison, de la vie dans laquelle j'avais désespérément essayé de m'intégrer. Cette nuit-là, j'ai préparé une seule valise avec des vêtements et des articles essentiels. J'ai scanné tous mes documents importants, licence commerciale, relevé bancaire, police d'assurance, et je les ai enregistrés sur un lecteur cloud sécurisé. J'ai modifié les mots de passe de mes comptes professionnels et configuré des alertes. Ce n'était pas une fuite, c'était un retrait stratégique. J'ai laissé la clé de mon appartement sous le paillasson sur le comptoir de la cuisine de la maison que je venais de quitter. Dans cet espace vide et silencieux, après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai laissé quelque chose d'autre, la clé de rechange de leur maison. Une déclaration silencieuse. Je les quittais, pas ma vie, pas mon entreprise.
Ils se sont réveillés le lendemain matin dans une pièce vide, un mot disant seulement « Le magasin ne vous appartient pas à vendre » et la clé de rechange de la maison posée ostensiblement sur le comptoir. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'aie fini ma première tasse de café dans une chambre de motel bon marché à 80 km de là. Le silence de la chambre de motel n'était rompu que par le bourdonnement incessant de mon téléphone sur la table de chevet. J'ai regardé l'écran s'allumer avec « Maman portable », puis « Papa mobile », puis « Sarah domicile ». Je l'ai laissé sonner et sonner et sonner. Les messages vocaux ont commencé 1 heure plus tard. Les premiers étaient une feinte inquiétude mêlée de confusion. « Daniel, est-ce que ça va? Où es-tu allé? Nous sommes terriblement inquiets. » Ils ont rapidement dégénéré en colère. « Ce n'est pas drôle, Daniel. » Décroche le téléphone. Puis en culpabilisation. « Comment peux-tu nous faire ça? Maman est hors d'elle. Tu déchires cette famille. » Le masque de l'inquiétude est tombé entièrement, révélant le droit furieux en dessous. « Tu dois revenir ici tout de suite et régler ça. Nous avons besoin d'accéder à tes comptes. » La demande brute d'argent, plus enrobée de « s'il te plaît » pour Marc. Je les ai tous écoutés, assis au bord du lit rigide du motel, ressentant un froid de douleur et quelque chose d'autre, une sinistre validation. Ces mots ont résonné dans ma tête, si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas, ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient de la perte d'une ressource. La découverte de la clé de la maison les a probablement rendus furieux. Cela montrait que je n'étais pas parti dans un accès de colère. J'avais délibérément choisi de me retirer et je détenais toujours le pouvoir sur ma propre vie et mes propres biens. Ma nouvelle réalité, dans la chambre anonyme du motel, était austère, solitaire, mais aussi étrangement propre. Plus besoin de marcher sur des œufs, plus besoin d'anticiper la prochaine demande, plus besoin d'essayer de me façonner en ce qu'il voulait. L'odeur de désodorisant bon marché contrastait fortement avec les odeurs familières et réconfortantes de mon magasin, mais elle était également exempte de l'atmosphère lourde et suffocante de leur maison. Cet anonymat était un bouclier temporaire, un espace pour réfléchir et planifier. Je savais qu'ils ne s'arrêteraient pas lorsque la culpabilité et la manipulation échoueraient. Ils intensifieraient. Mon esprit, n'étant plus obscurci par le besoin de leur approbation, était clair et net. Il ne s'agissait plus de prouver ma valeur à leurs yeux. Il s'agissait de protéger ce qui était à moi et d'établir une limite si solide qu'elle ne pourrait jamais être franchie à nouveau. Mon premier appel a été à une avocate recommandée par une connaissance professionnelle, Madame Ramirez. Son bureau était petit mais professionnel. Assise en face d'elle, raconter les événements de dimanche semblait surréaliste. Prononcer les mots à haute voix, il a dit, « Si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas. » Les rendait encore plus brutaux. Mais Madame Ramirez a écouté calmement, son expression étant celle d'une préoccupation professionnelle, pas d'un jugement. « Les paroles de votre père, bien que cruelles, ne sont pas illégales, a-t-elle dit, la voix égale. Leur tentative pour vous faire pression pour vendre votre entreprise, cependant, et toute action qu'ils entreprendraient pour y nuire pourrait l'être. Votre entreprise est uniquement à votre nom? Oui. Je l'ai construite moi-même. Constituée en société il y a 2 ans. Excellent. Nous devons nous préparer à ce qu'ils essaient potentiellement de geler des actifs, de contester la propriété, voire de vous poursuivre en justice. Nous allons rassembler tous vos documents financiers, la documentation de l'entreprise et, surtout, toute preuve de soutien financier passé que vous leur avez fourni, à eux ou à votre frère. SMS, email, relevé de virements bancaires, tout. Travailler avec Madame Ramirez, c'était comme trouver un terrain solide dans une tempête tourbillonnante. Elle a validé que leur comportement n'était pas normal, pas sain. Elle n'a pas idéalisé la famille. Elle a traité des faits et de la protection juridique. Elle a confirmé que mon entreprise était la mienne, que mon argent était le mien et que leurs demandes n'étaient que cela, des demandes sans fondement juridique. Pendant ce temps, leurs tentatives pour me contacter sont devenues plus frénétiques, plus agressives. Les messages vocaux sont devenus menaçants. Tu ferais mieux de revenir ici, Daniel, ou tu le regretteras. Sarah s'est attaquée aux médias sociaux, publiant des mises à jour passives-agressives sur des situations familiales difficiles, et la douleur de la trahison, me ciblant clairement sans me nommer directement, maintenant leur masque social public d'une famille respectable qui souffre. Des connaissances mutuelles ont commencé à me contacter maladroitement. Salut Daniel, tout va bien? J'ai vu le message de Sarah, ça avait l'air dur.
Naviguer dans ces interactions nécessitait une façade calme et des réponses brèves et évasives, refusant d'être entraîné dans leur drame ou de me justifier. J'ai passé des heures dans la chambre de motel à parcourir méthodiquement des années d'historique numérique. Les relevés bancaires ont mis à nu le schéma. Non seulement une aide occasionnelle, mais une ponction importante et constante. Des virements déguisés en cadeaux ou en prêts qui étaient clairement intégrés aux finances de mes parents et de Marc, leur permettant des modes de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Des emails de mes parents présentant les échecs de Marc comme de la simple malchance et mon succès comme une ressource inexploitée pour eux. Des SMS de Marc, des demandes d'argent décontractées avec de vagues promesses de remboursement. Chaque document enregistré, chaque relevé de virement, ressemblait à une autre pièce d'un puzzle d'exploitation qui avait été cachée à la vue de tous sous le couvert de l'amour et de l'obligation. La salle de réunion semblait stérile, impersonnelle. Un champ de bataille neutre choisi par Madame Ramirez. De l'autre côté de la table polie étaient assis mes parents, Sarah et leur avocat, un homme plus âgé au visage las qui avait l'air d'avoir vu toutes sortes de drames familiaux imaginables. Ils sont arrivés en ressemblant à une image de respectabilité en détresse, leurs masques sociaux fermement en place. Ils ont offert des sourires artificiels et serrés qui n'atteignaient pas leurs yeux. « Daniel » a dit maman, sa voix tremblant légèrement d'une manière pratiquée. « Nous sommes si heureux que tu aies accepté de nous rencontrer. » Je n'ai pas répondu à la mise en scène. J'ai hoché la tête sèchement à leur avocat, puis je me suis concentré sur Madame Ramirez à côté de moi. Leur avocat a commencé à exposer leur position. Il a brossé le tableau d'une famille inquiète, préoccupée par ma disparition soudaine et mon refus de soutenir mon frère en période de besoin. Il a parlé d'obligations familiales et de l'importance de conserver les biens au sein de la famille, laissant subtilement entendre que mon entreprise devrait naturellement être considérée comme une ressource partagée en temps de crise. Leurs demandes ont été officiellement formulées, je devais vendre mon magasin, contribuer la majeure partie du produit à l'entreprise de Marc et potentiellement les indemniser pour la détresse émotionnelle que j'avais causée. Mes parents ont hoché la tête, l'air sombre et lésé. Sarah était assise, les bras croisés, un air familier d'impatience et de mépris à peine voilé sur son visage. Ils s'attendaient à ce que je cède, que je m'excuse, que je cède sous la pression de les affronter et de faire face à leurs demandes formelles. Puis ce fut mon tour. Madame Ramirez a parlé en premier, énonçant les faits de ma propriété légale de Miller Supply, sa valeur et mon droit de gérer mes propres biens. Puis elle m'a donné la parole pour présenter mon point de vue et mes preuves. Ma voix était stable, calme. Je n'ai pas gaspillé d'énergie en émotion. J'ai parlé factuellement de la construction de mon entreprise, de ma fierté à son égard, des années de dur labeur. Puis j'ai changé de sujet. Ma famille a parlé de soutien et d'obligation, ai-je dit, mon regard balayant leur visage. Et je suis d'accord. La famille devrait se soutenir mutuellement. J'ai toujours cru que c'était ce que je faisais. J'ai ouvert mon dossier. Ce sont des relevés bancaires remontant à 10 ans. J'ai glissé des copies sur la table à leur avocat, qui a commencé à les feuilleter, les sourcils froncés. Il détaille chaque virement de fonds significatif de mes comptes vers les comptes de mes parents ou directement vers les comptes de Marc ou de Sarah, à la demande de mes parents ou de Marc. J'ai référencé des dates et des montants spécifiques. Ce n'était pas une aide occasionnelle. C'était un soutien financier important et constant, couvrant des factures, des dépenses imprévues, renflouant les échecs précédents de Marc. Leurs visages ont commencé à passer d'une confiance suffisante à un malaise. Maintenant, ai-je continué, ma voix gagnant en force tranquille, regardons ce que j'ai reçu en retour. Non seulement un manque de gratitude, mais un rejet constant de mon travail et un favoritisme clair envers Marc. J'ai présenté des emails et des SMS. Ici, des demandes d'argent. Ici, mon père qualifiant mon entreprise de simple petit magasin. Ici, ma sœur la qualifiant de mignonne. Et ici, ai-je dit en déposant plus de documents, se trouvent des dossiers que j'ai obtenus par le biais d'une demande d'accès à l'information concernant les précédents enregistrements d'entreprises et faillites de Marc. Il montre que 2 de ces supposés échecs impliquaient, disons, des pratiques comptables douteuses. Des pratiques qui ont été signalées mais apparemment jamais poursuivies. Peut-être parce que l'argent a été rapidement remplacé. Et voici des emails entre ma mère et un parent discutant de la gestion discrète de ces situations pour protéger la réputation de Marc, et mentionnant la nécessité d'obtenir des fonds de Daniel pour couvrir des dépenses imprévues. Un hoquet de maman. Le visage de papa est devenu rouge vif. Sarah a regardé fixement, son sourire ayant disparu, remplacé par le choc. Leur avocat a levé les yeux brusquement des relevés bancaires,
ses yeux se rétrécissant. Il ne s'agissait pas seulement de Marc qui gérait mal son argent. Il s'agissait d'une tromperie délibérée et de parents qui la couvraient activement, utilisant mes ressources pour le faire. Donc, la demande de vendre mon entreprise légitime et rentable ne concernait pas seulement le sauvetage du potentiel de Marc, ai-je déclaré, la colère tranquille entrant enfin dans ma voix. Il s'agissait de couvrir un modèle d'insouciance et de fraude potentielle que vous avez permis et caché. Et vous vous attendiez à ce que je sacrifie le travail de ma vie pour le faire. C'est un mensonge, a rugi papa en claquant sa main sur la table. Comment oses-tu accuser ton frère? Comment oses-tu évoquer de vieilles choses? De vieilles choses, ai-je rencontré son regard furieux, ou des schémas que vous ne voulez pas voir exposés? Ce fut mon moment le plus bas pendant la confrontation. Papa s'est penché en avant, sa voix dégoulinant de venin. Tu as toujours été celui qui ne s'intégrait pas, Daniel. Toujours calme, toujours à juger. Ce n'est qu'une autre façon de te sentir supérieur, n'est-ce pas? Est-ce que ça vaut la peine de détruire ta relation avec ta mère, avec nous tous? L'attaque ne portait pas sur mes preuves, mais sur mon être profond, touchant cette vieille insécurité de ne jamais être tout à fait assez bien, de ne jamais vraiment appartenir. Pendant une fraction de seconde, le poids de la chose, le caractère définitif de la rupture de ces liens, m'a fait ressentir une vague écrasante de douleur et de doute. Est-ce que je faisais ce qu'il fallait? Pouvais-je vraiment m'en aller? Mais ensuite, j'ai vu la cruauté calculée dans ses yeux, la façon dont maman a tressailli, non pas à cause de sa colère, mais à cause de la vérité que j'exposais, le droit pur dans le visage de Sarah. Et j'ai entendu sa voix à nouveau, le grognement de ce salon, si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas, cette phrase a solidifié ma résolution. Il ne voulait pas d'un fils ou d'un frère. Il voulait une ressource. Et cette ressource coupait l'approvisionnement. J'ai pris une grande inspiration, repoussant la douleur, laissant la résolution froide prendre le dessus. Vous voulez parler de détruire des relations? Vous avez fait cela bien avant dimanche, papa. Vous l'avez fait chaque fois que vous avez rejeté mon travail, chaque fois que vous avez fait passer les caprices de Marc avant ma stabilité, chaque fois que vous avez pris mon argent et fait comme si ce n'était rien. Vous avez parlé de cette maison qui s'effondrerait si je disparaissais, ai-je dit, la voix claire et forte. Peut-être pas la structure physique, mais la structure financière que vous avez construite en partie sur mon dos. J'ai sorti la dernière pile de documents. Ce ne sont pas seulement des relevés bancaires. C'est une chronologie financière que j'ai compilée en croisant mes virements avec vos relevés d'impôts fonciers accessibles au public et les dépôts d'entreprises de Marc. Elle montre comment mon aide a coïncidé précisément avec les périodes de difficultés financières pour vous ou de besoins pour Marc. Plus que cela, elle montre quelque chose d'autre. J'ai regardé mon père directement. Tu nous as toujours dit que la maison valait environ 800 000 $. Ce que tu n'as pas mentionné, et ce que cette documentation de refinancement hypothécaire d'il y a 5 ans montre, c'est que tu as contracté une deuxième hypothèque importante à ce moment-là. Une qui nécessitait un garant parce que tes revenus n'étaient pas suffisants à eux seuls. Un garant dont les actifs, à savoir une petite entreprise rentable, ont été pris en compte dans l'approbation. Leurs yeux se sont agrandis. Leur avocat avait l'air sincèrement surpris, feuilletant maintenant les documents, le visage sombre. Ce garant, ai-je terminé, ma voix tranchant le silence stupéfait, c'était moi. Tu m'as convaincu de co-signer, disant que ce n'était qu'une formalité pour t'aider à obtenir un meilleur taux d'intérêt pour des rénovations. Tu n'as jamais mentionné qu'il s'agissait d'une deuxième hypothèque ou que tu utilisais la valeur de mon entreprise pour la garantir. Tu ne voulais pas seulement mon argent ou mon entreprise. Tu as secrètement lié mon avenir financier à ta propre situation précaire et à l'insouciance de Marc, sans que je le sache pleinement ou que je y consente. Tu avais prévu d'utiliser mon existence comme filet de sécurité, même en me disant que j'étais jetable. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruissement des papiers dans les mains de leur avocat. Leur masque social s'était complètement brisé. Maman pleurait ouvertement maintenant, non pas de tristesse, mais d'exposition. Papa était sans voix, le visage pâle de fureur et de défaite. Sarah avait l'air furieuse, mais aussi effrayée. La vérité, étayée par des preuves irréfutables, planait dans l'air. Un schéma de manipulation et d'exploitation de longue date culminant dans leur tentative de prendre tout ce que j'avais. Ce fut mon moment de justice. La réunion s'est terminée peu de temps après. Il leur restait peu à dire. Leur avocat, après une conversation à voix basse avec ses clients, a informé Madame Ramirez qu'il retirait leur demande et toute action en justice potentielle. Il n'y a pas eu d'excuses, pas d'aveu de culpabilité de leur part.
Juste de la défaite et un silence amer. En sortant de cette salle de réunion, j'ai ressenti une profonde sensation d'épuisement, comme si j'avais couru un marathon. Mais sous la fatigue, il y avait un cœur d'acier, un triomphe tranquille. Je les avais affrontés, j'avais dit ma vérité, je l'avais étayée par des faits indéniables et j'avais tenu bon. Je n'avais pas encore gagné de procès, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus important, ma dignité et ma liberté. Les retombées juridiques ont été minimes, heureusement. Madame Ramirez s'est assurée que toutes les voies potentielles pour qu'ils interfèrent avec mon entreprise étaient fermées. Il n'y a pas eu de poursuite, pas d'autres demandes formelles. Les preuves étaient trop accablantes. Les retombées sociales ont été plus compliquées. Sarah a continué ses publications passives-agressives pendant un certain temps, essayant de manipuler le récit. Mais la vérité a une façon de s'échapper. Des amis mutuels ont dû choisir leur camp ou ont maladroitement évité le sujet. Il était douloureux de perdre certaines relations, mais celles qui sont restées, qui m'ont cru ou du moins ont soutenu mon droit à ma propre vie, sont devenues inestimables. Mon ami, qui avait écouté patiemment pendant mon séjour au motel, est devenu comme le frère que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais eu. Madame Ramirez, initialement juste mon avocate, est devenue une conseillère de confiance, représentant un autre type de relation, une relation basée sur le respect et l'équité. Financièrement, mon magasin était en sécurité. Sans la ponction constante de l'aide familiale attendue, je pouvais réinvestir dans l'entreprise, moderniser l'équipement et même embaucher une main supplémentaire. Miller Supply n'a pas seulement survécu, elle a commencé à prospérer. L'entreprise de Marc, sans surprise, s'est complètement effondrée sans mes fonds. J'ai entendu dire que mes parents ont fait face à des difficultés financières importantes après cela, aux prises avec cette deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée en utilisant la valeur de mon entreprise. Ce n'était pas de la vengeance, mais c'était une conséquence de leur choix. Le processus de guérison n'a pas été linéaire. Il y a eu des jours où la douleur de leur trahison m'a durement frappé. Des moments où j'ai pleuré la famille que je pensais avoir, celle que je voulais désespérément. Les paroles du père, le sourire de la sœur, c'étaient des blessures qui laisseraient des cicatrices, mais elles n'avaient plus le pouvoir de me contrôler. J'ai appris que fixer des limites ne signifie pas que vous n'aimez pas quelqu'un. Cela signifie que vous vous aimez aussi. Cela signifie reconnaître les comportements toxiques pour ce qu'ils sont et refuser d'en être victime. Ma définition de la famille a complètement changé. Ce n'était pas le sang, c'était le lien. C'étaient les personnes qui me voyaient, m'appréciaient, respectaient mes limites et soutenaient mon vrai moi. Mon magasin est devenu plus qu'une entreprise. C'était ma communauté, remplie de clients et d'employés qui ressemblaient plus à une famille que les personnes avec lesquelles je partageais mon ADN. Je suis en paix maintenant. La maison ne s'est pas effondrée. Non, elle est toujours là, probablement remplie des mêmes tensions et du même déni. Mais mon monde ne s'est pas effondré non plus. Il s'est agrandi. J'ai construit de nouvelles fondations, basées sur le respect de soi, l'intégrité et la force tranquille de rester seul quand c'est nécessaire. Les cicatrices sont un rappel d'où je viens, mais elles ne dictent pas où je vais. J'ai construit ma propre stabilité brique par brique, clou par clou, et personne ne peut me l'enlever. Avez-vous déjà dû tracer une ligne dans le sable avec quelqu'un que vous aimiez? Comment avez-vous trouvé votre propre paix après une trahison?